Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la lignée de ceux qu'on a déjà pu faire sur le Tour de France, et cette fois-ci c'est la deuxième semaine qu'on va débriefer, donc deuxième semaine qui vient de se terminer puisque je m'enregistre le dimanche soir juste après la fin de l'étape au plateau de Bay. Ce qu'on va faire c'est qu'on va donc passer sur chacune des étapes, regarder les résultats, en discuter, et puis ensuite, tirer des conclusions générales de cette deuxième semaine qui a quand même vu le suspense du Tour de France s'être un peu ébranlé. On aura l'occasion d'en reparler, mais Tadej Pogacar a frappé très fort. Et puis aussi, on aura un autre épisode qui sortira demain, qui lui sera consacré vraiment à la preview de la troisième semaine. Mais ça sera dans un deuxième temps. On commence donc directement avec l'étape numéro 10, première étape de la deuxième semaine, donc qui partait d'Orléans jusqu'à Saint-Amand-Montrond. Donc c'était 190 km tout plat. La première info qu'on a eue, c'était que Alexander Vlasov ne partirait pas, donc il a abandonné après la journée de repos. Vlasov qui avait chuté malheureusement de manière un peu bizarre sur l'étape numéro 9, si je dis pas de bêtises, et qui doit donc abandonner. Donc grosse perte pour Roglic. Bon, on aura l'occasion de reparler de Roglic après aussi et de la Bora, mais à ce moment-là, donc abandon de Vlasov, un équipier et un mec du top 10 en moins pour Roglic. Concrètement, cette étape était, chiante à mourir. Voilà, il faut dire les termes. Il n'y a pas eu de bordure comme on pouvait peut-être l'espérer, hem et donc on a eu un sprint, même pas d'échappée, il me semble, hein, donc voilà. Étape de sprint très classique comme on en a l'habitude. On en avait en tout cas l'habitude parce qu'on verra, c'est un peu différent sur les étapes suivantes. Mais donc un sprint classique, Philipsen qui est parfaitement emmené par, Mathieu van der Poel et qui s'impose donc sur sa première étape, pour ce Tour de France. Pas grand-chose à dire, donc pour une fois, quand il est super bien emmené, ça se passe bien. Donc il finit premier devant Binyam Girmay, Pascal Ackermann. On avait quand même des gros sprinters qui étaient mal placés. Donc Dely, Arnaud Dely qui était mal placé encore une fois, Groenewegen aussi, Cavendish, donc ils n'ont pas eu trop leur propos à dire sur ce sprint-là. Euh, on avait Ackermann qui était dans la roue de Philipsen, ensuite Bennett, Gaviria et Binyam Girmay. Donc Binyam Girmay pas directement dans la route de Philipsen, et on avait même Wout van Aert qui était aussi devant. Et bah Binyam Girmay a fait un sprint très solide, vraiment, il était pas super bien placé. C'est un sprint tout plat, donc normalement on se dit c'est pas là qu'il a la meilleure pointe de vitesse, et pourtant il a fait un sprint de fou pour finir deuxième derrière Philipsen. Donc bravo à lui. Je pense qu'il était même globalement plus rapide que Philipsen, mais moins bien emmené. Van Aert qui fait quatrième, donc qui montre un peu sa montée en puissance. Pascal Ackermann qui fait une troisième étape. On avait parlé de Pascal Ackermann, pardon, qui semblait être plus fort chaque jour qui passe. Donc là, il le confirme en faisant une super troisième place, Pascal Ackermann. Et puis pour les Français, on a Axel Zinglet qui a fait dixième. Anecdotique, mais voilà. À noter aussi qu'à partir de ce moment-là, on a Degenkolb qui a sprinté pour la DSM au lieu de Jacobsen, alors que c'était une étape toute plate. Et en fait, on se rendra compte dans les jours qui passent ensuite que Jacobsen n'était pas bien. Et donc, quand même un gros signe de la méforme de Jacobsen de voir Degenkolb sprinter à sa place. Et aussi, on avait Van Aert qui était plutôt bien emmené quand même par Laporte, mais qui a été un peu timide dans le final, qui s'est fait un peu enfermer. C'est pour ça qu'il fait quatrième. Mais donc là, on commence à se dire Van Aert, pourquoi pas pour les sprints, pour les étapes suivantes. Donc ça, c'était l'étape 10, on va pas trop s'appesantir dessus. Étape numéro 11, alors Évaux-les-Bains jusqu'au Luran. Et donc là, on savait pas trop à quoi s'attendre. Moi, si je ressors mes notes, j'avais dit que je voyais bien une échappée s'imposer dans cette étape-là. Mais je m'étais dit, le final est un peu trop facile, enfin pas assez pentu le final. Donc je suis pas certain qu'on ait les meilleurs du peloton qui s'expliquent là-dessus. Surtout qu'on avait un gros week-end pyrénéen à venir, donc je m'étais dit, les leaders, il va rien se passer. Et bah que nenni, puisque c'est Vingegaard qui a gagné devant Tadej Pogacar. Une super étape franchement. Étape numéro 11, euh, qui commence par plusieurs abandons, puisqu'on a Tim de Klerk qui est non partant, Izagirre et Alexis Renard qui abandonnent. Peut-être une début de maladie chez Cofidis, donc ça c'était vraiment petite crainte pour Brian Cocard, Axel Zinglet, Guillaume Martin notamment. On a eu une énorme bagarre pour laisser partir l'échappée, mais finalement UAE a contrôlé. UAE qui a pas laissé plus de 2 minutes à l'échappée, donc bah tant pis, hein, peut-être que Pogacar avait déjà comment dire, noté cette étape-là, donc l'échappée qui ne gagnera pas au Luran malgré le profil qui était assez avantageux, et donc finalement on se dit ah bah les leaders vont quand même se faire un peu la nique sur cette étape-là.
On a Van Aert qui tombe aussi dans un virage, donc là décidément la mauvaise habitude pour Van Aert qui en ce moment a tendance à de plus en plus chuter, alors qu'avant c'est un coureur à qui ça n'arrivait pas trop. La poisse donc pour Van Aert qui arrivait trop vite dans un virage. Et puis UAE qui roule totalement très vite, dès le premier col de l'étape. Donc là on se dit waouh, ça vise donc dans le Puy-Marie, pas de Pérol. On espérait aussi Romain Bardet qui gagne cette étape-là parce qu'on sait que c'est vers chez lui, mais bon, c'était pas le cas. Euh, Ça roule tout de suite très vite. Hayez qui roule déjà dans le Puy-Marie, pas de Pérol. Donc ça c'est assez fou. Ayuso qui est lâché très vite. En fait, il avait le Covid, bon, on le savait pas encore à ce moment-là. Et il restait en fait plus que le top 6, top 7 avec Ciccone qui était là. Almeida qui lâche même sur le travail de Yates. Donc Yates très impressionnant. Et puis ensuite, on a l'attaque de Pogačar. Donc Pogačar qui attaque dans le Puy-Marie, pas de Pérol. Donc c'était la montée peut-être une des plus sèches. Cette dernière partie a été vraiment très dure. Et donc Pogačar qui attaque à 30-40 bandes de l'arrivée, quoi. Super, super impressionnant Pogačar qui part tout seul. Donc il part à 600 mètres du sommet. Roglic prend la poursuite à son compte avec Vingegaard dans sa roue. Mais ensuite, finalement, Roglic est lâché par Vingegaard. Donc Vingegaard a seulement 5 secondes au sommet du Puy-Marie de Pat-Pérol derrière Pogačar. Mais Vingegaard, on avait bien vu sur l'étape du Galibier, en descente, c'est pas encore trop ça. Et donc Roglic revient sur Vingegaard dans la descente. Donc là, on se dit, waouh, Roglic, qu'on savait un peu en difficulté dans les descentes cette année, ces dernières saisons même, qui revient sur Vingegaard. Les deux anciens de la Jumbo en plus, donc ça tombe bien. On se dit, on s'entendre, et puis finalement, tout le monde se rejoint un peu dans la descente. Donc là, il y a 7-8 coureurs qui se rejoignent avec tous les gars. Bah, évidemment, Rodriguez, Evenepoel, Roglic, Vingegaard, tout ça, ça se regroupe dans la descente. Et on est à 35 secondes en bas du col de Pertus. Donc Pogacar tout seul, 35 secondes derrière tout le reste. Et puis là, on a Pogacar qui commence à faiblir un peu dans le col de Pertus, je sais pas comment on dit. On se demande même s'il n'a pas une crevaison, puis qu'il regarde un peu sa roue arrière. On sait pas trop ce qui se passe, mais il perd un peu de temps. On a Jonas qui fait un gros rythme derrière et qui revient même sur Pogacar. Donc là, ils arrivent ensemble au sommet et au sommet, il y avait des bonifications. Donc là, on a Poggi qui lance le sprint, qui attend Vingegaard quand il voit que Vingegaard revient dessus. Il se met dans sa roue et ensuite il gagne le sprint bonus, mais c'était serré quoi. On savait que Pogacar normalement est super saignant et il doit gagner ce bonus 500 fois, mais là il gagne vraiment difficilement quoi. Et ensuite, on a un binôme qui passe en tête. Donc Pogacar et puis Vingegaard. Et puis ensuite la dernière montée c'était pas la plus dure donc il s'est rien passé. Et même à ce moment-là c'est Pogacar qui se met dans la rue de Vingegaard et qui décide de ne pas rouler. Ça c'est une image qu'on n'a pas vue souvent mais donc on se dit tiens qu'est-ce qui se passe avec Pogacar? Il se met dans la rue de Vingegaard, il veut même pas rouler. Bon après il est maillot jaune, hein, c'est son statut. Il est tout à fait légitime à faire ça mais on sait que c'est pas dans ses habitudes. On a une mini descente avant l'arrivée et là on a Roglic qui était derrière. Avec Evenpool, parce qu'on a Evenpool et Roglic qui ont roulé pas mal de temps ensemble. Euh, Roglic se casse la gueule dans le dernier virage de la descente. Finalement, il sera reclassé dans le même temps que Remco, il s'en sortira très bien, mais image un peu loufoque quand même de cette chute de Roglic. On savait que la descente était un peu humide, le virage serré, mais bah, je parlais de Van Aert qui chutait souvent en ce moment, et bah Roglic c'est un peu la même, hein. C'est ses mauvaises habitudes, Roglic qui retombe encore une fois donc. Et puis on a le sprint sur du 3-4%, donc un faux plat montant, c'est pas facile. Pogacar doit battre 100 fois Vingegaard et pourtant c'est Vingegaard qui gagne. Pogacar vraiment qui a paru un peu lessivé sur cette étape-là, l'étape du Luan. Sur son sprint, il s'assoit 3 fois. Il lance, il s'assoit, il relance, il s'assoit, il relance, il s'assoit. Donc ça c'est vraiment le typique d'un coureur qui est fatigué, qui a l'acide lactique dans les jambes et donc Vingegaard finit par gagner au sprint, donc devant Pogacar. Donc étape de folie quand même, hein, parce qu'on s'était dit ça va juste être une petite étape pour les échapper. Au final, ça a été l'énorme guerre entre les favoris, à l'initiative de la UAE, hein, puisque c'est la UAE pardon, qui a roulé toute la journée, pour qu'au final, ça soit Jonas Vingegaard qui gagne. Euh, alors là, c'est marrant parce que je me remets un peu dans cet état d'esprit après ce qui s'est passé ce week-end, donc c'est deux choses totalement différentes, mais à ce moment-là, le sort de cette étape-là, on se dit, ah ouais, Vingegaard reprend une seconde au final à Pogacar sur cette étape-là, en comptant les bonus. Mais c'est une seconde qui est plus que symbolique, quoi. C'est UAE qui a roulé toute la journée, qui était là pour enfoncer le clou avec Vingegaard, et finalement c'est Vingegaard qui gagne l'étape sur un terrain qui est plus propice à Tadej Pogacar. Et donc là, ça commence un peu à
a bouillonné dans les têtes. Donc en termes de classement, on a Pogačar qui finit donc avec Vingegaard. À 25 secondes, on a Evenepoel, avec Roglic aussi qui revient dans ce temps-là. Donc Evenepoel, c'était un terrain qui lui convenait. Donc là, il a limité la casse, c'était pas trop mal. Roglic, vraiment, sur cette étape-là, il m'a bluffé. Je pensais pas qu'il serait si fort. Il a réussi à accompagner un petit moment Jonas Vingegaard. Vraiment, là, c'était l'étape où on se dit, et bah Roglic, ça revient un peu en forme, malgré cette chute dans le dernier virage de la descente finale. Mais il s'en sort bien en classement général, et donc il finit quatrième de l'étape. Et ensuite, derrière, c'est déjà loin, hein. C'est une étape avec un peu, qui avait un profil qui était censé être assez facile sur la fin, mais le cinquième, c'est Ciccone à 1,47. Donc là, c'est le groupe qui a 1,50 à peu près, donc avec Ciccone, Almeida, Adam Yates, Mikel Landa et Carlos Rodriguez. Et ensuite, on a d'autres mecs qui sont plus loin, notamment Ayuso qui perd pas mal de temps sur cette étape-là. Donc grosse défaillance d'Ayuso, on le saura plus tard, mais il avait le Covid. Une belle étape de Ciccone vraiment, surtout que c'est un profil qui lui convenait pas forcément, donc chapeau à lui. On a Félix Gall qui a fini 10e, donc un peu derrière le groupe Ciccone, Almeida, Yates, Landa, etc., mais qui a pris 20 secondes de pénalité pour être ravitaillé dans les 20 derniers kilomètres. C'est un peu bête. Mais bon, si ça lui a empêché une défaillance, c'était peut-être une bonne décision. Et l'histoire triste de ce jour-là, c'est qu'on a Fred Wright, qui était lâché dès le début, et qui finit hors délai. Le mec a fait quasiment les 200 bornes de l'étape tout seul, parce que ça a roulé à un rythme effréné, et pourtant il a réussi à finir alors qu'il était pas bien, et il est hors délai. Donc ça, c'est vraiment une image terrible. Et puis en termes de classement général, au soir de cette étape-là, eh ben, on est quand même sur un truc assez serré. Remco qui est toujours deuxième du classement général à 1,10, 1,6 pardon. Vingegaard juste derrière à 1,14. Roglic à 2,15 qui limite la casse. Et puis après derrière c'est un peu plus loin. On a notamment Ayuso qui perd pas mal de temps sur cette étape et qui passe à la 9e place. Mais c'était encore serré à ce moment-là. Après cette étape du Luran, donc qui était franchement très impressionnante. On pensait que ça allait être une bagarre entre les échappés, mais ça a été un énorme coup de manivelle entre les favoris. Donc vraiment une étape qui fait très plaisir, et surtout que cette étape-là a un peu relancé le suspense quand même. Même si ça a changé dans les Pyrénées après, cette étape-là, à un moment, on s'est dit, Vingegaard est en train de renverser la vapeur, très clairement. Donc c'était une étape qui a fait du bien à tout le monde. Étape numéro 12. On repart sur une journée de sprint. Euh, Tout d'abord, il y a Morkov, Michael Morkov, qui a le Covid, donc qui ne part pas. Donc là, on commence à un peu avoir peur, parce qu'on entend des cas de Covid un peu partout dans le peloton, des mecs malades. Les deux cofidis qui ont abandonné la veille, Fred Wright. Mais bon, bref. On a une bagarre pour l'échapper, parce qu'il y a certaines équipes qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de sprint. C'est marrant parce que moi j'étais quasiment sûr qu'on aurait un sprint à tout prix, mais là on commence à avoir des stratégies au maillot vert, etc. Des sprinteurs qui ont peut-être perdu un peu de confiance, et donc on a pas mal d'équipes qui veulent pas de sprint. Et ensuite on a une chute dans laquelle est prise Tadej Pogacar, et du coup ça arrête un peu la course. Enfin, Pogacar tombe pas vraiment, mais ça tombe juste devant lui, il a un problème mécanique, il doit repartir. Ce qui fait que l'échappée se lance, alors qu'on pensait qu'il y en aurait beaucoup plus dans l'échappée. Finalement, il y a que 4 coureurs, Quentin Paché et Valentin Madouas pour la FDJ, évidemment Jonas Abrahamsen et Anthony Turgis. Anthony Turgis qui va notamment prendre des points pour le maillot vert, en malin qu'il est, donc ça c'était cool. Finalement, l'échappée est reprise, et là c'est le drame, c'est la chute de Roglic, à peu près 10 km de l'arrivée, il me semble. Grosse chute de Roglic avec un coureur Astana qui malheureusement se fait un peu tasser sur un terre-plein, qui traverse la route et qui tombe et juste devant Roglic. Roglic qui a pas les capacités techniques pour l'éviter et qui chute très lourdement. Donc Roglic qui est attendu par toute son équipe mais qui perd quand même 2 minutes 30 au final. C'était pas dans les 4 derniers kilomètres donc il n'est pas reclassé dans les temps, mais surtout ce qui fait peur c'est que Roglic est blessé. Et il abandonnera le lendemain d'ailleurs, donc ça c'est vraiment terrible pour Roglic. Là c'est vraiment le cliché Roglic quoi. Il remonte un peu en puissance, on se dit il va faire un beau Tour de France et puis deux chutes en 2 jours et puis c'est la fin. Donc vraiment dommage. Euh, et ben le sprint est gagné par Binyam Girmay, tout simplement. Binyam Girmay vraiment très fort, qui est rentré dans une nouvelle catégorie pendant ce Tour de France, hein, très clairement. Il gagne le sprint devant Wout van Aert qui fait deuxième. Alors, le truc c'est que Binyam gère très bien son sprint, il n'y a rien à dire, mais celui qui est le mieux emmené c'est Arnaud Démare.
qui lance d'un peu loin, qui est bien emmené, et il finit troisième de ce sprint à la base. Finalement, il a été déclassé parce qu'on a considéré qu'il avait tassé Wout van Aert dans les barrières et qu'il avait dévié de sa ligne. Honnêtement, c'était vraiment très léger. Van Aert s'est fait enfermer de manière un peu gentille. Je pense qu'il y a beaucoup d'années où ça serait passé, mais cette année ça passe pas. C'était une décision franchement un peu bizarre, je trouve, et c'est pas pour être chauvin, parce qu'il a un peu dévié de sa ligne, mais on a vu des trucs bien pires sur d'autres étapes. Et donc là, déclassement un peu à deux vitesses, quoi. Il y a certains coureurs qui se font déclasser facilement, et puis d'autres c'est plus facile. Donc vraiment dommage, mais donc Desmarques qui fait troisième normalement et qui est finalement déclassé. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite, puisqu'on a l'impression qu'Arnaud Démare est en train de revenir en forme. Et donc Van Aert qui finit deuxième et qui aurait peut-être pu gagner s'il n'avait pas été tassé, c'est vrai, s'il avait choisi une meilleure trajectoire. Et derrière, on a Kerman qui fait 3 et Philipsen 4. Donc Philipsen 4, c'est la mauvaise opération pour le maillot vert, puisqu'on a Binyam Girmay qui gagne. Surtout, il s'est montré pas très fort, hein. Il y avait Van Der Poel qui était ralenti dans la chute, donc il n'était pas lancé, Philipsen. Et bah, concrètement, quand Philipsen n'a pas un super train cette année-ci, il n'est pas capable de battre les meilleurs au sprint. Donc Philipsen qui fait seulement quatrième et au classement du maillot vert, on commence à avoir un écart qui est de 100 points à ce moment-là. Donc maillot vert finit à peu près à partir de cette étape-là, hein, malheureusement. Mais bon, il faut quand même signaler que Binham Girmay fait un Tour de France exceptionnel, je trouve. Il est vraiment rentré dans une nouvelle caste, donc bravo à lui pour ça. Et puis Philipsen, il s'est probablement un peu plus axé sur les classiques et ça lui coûte en vitesse de pointe. Donc c'est pas grave, Jasper, pardon, peut pas jouer sur tous les tableaux. Il a déjà gagné un Milan-San Remo cette année, c'est très bien. Aussi à noter que sur cette étape-là, qui s'est roulée vraiment très vite quand même, 47 km/h de moyenne, on a eu 3 hors délai. On a aussi l'abandon de Peyo Bilbao qui était pas bien. Ça, je vous avais dit, moi je voyais plutôt Buitrago que Bilbao Bahreïn, mais en plus là, Bilbao qui était pas bien, donc abandon de Jakobsen aussi. Jakobsen qu'on sentait un peu en difficulté, bah là il abandonne. Et puis on a trois coureurs qui sont hors délai. Jonas Ricard qui était tombé, je crois. Soren Kragh Andersen et puis Yevgeny Fedorov. Qui finissent à 28 minutes du gagnant. Donc on se dit c'est pas très loin 28 minutes, mais sur une étape de plat, les délais sont très courts. Et donc ils sont hors délai pour 3 minutes. Ça fait vraiment super mal. Surtout que moi, vous savez que j'adore Soren Kragh Andersen, et bah voilà, c'est très dommage pour ces coureurs-là, donc ils sont mis hors délai sur une étape de sprint, mais étape qui était vraiment très animée, contrairement à celle d'il y a 2 jours, 2 jours avant, donc c'était très cool. Étape 14, étape 13, pardon. Je me perds dans le compte. Étape 13 qui part d'Agen et qui va à Pau. Une étape, somme toute, normalement, étape de sprint chiante. Sauf que, bon, déjà, on a Roglic qui est non partant, qu'il a chuté. Donc là, on commence à se demander quelle sera la stratégie de la Red Bull Bora, hein, puisqu'on n'a plus Roglic, on n'a plus Vlasov, on a Hindley qui est à 20 minutes. Bref, ça veut dire que pour la Bora Red Bull, il faudra se réorganiser et viser les étapes, c'est ce qu'ils ont fait un peu après. On a une grosse bataille pour aller dans l'échappée, parce que tout le monde veut prendre l'échappée. Il y a du vent au début, il y a des petites bordures, et là on a une échappée de 20 coureurs qui sort. Donc là on se dit cool, ça va finir en échappée, ça peut être trop bien, une grosse partie de manivelle. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a Adam Yates dans cette bordure. Adam Yates qui s'est glissé en filou dans cette bordure-là, et ça a lancé une étape de folie, vraiment. Étape superbe à suivre, moi j'ai suivi ça au travail en différé comme je pouvais, mais c'était vraiment une étape incroyable. Donc Yates qui était dans la bordure, et bah donc derrière c'était obligé de rouler pour revenir sur Yates, hein, parce qu'on peut pas laisser partir Yates dans un groupe de 20 coureurs sur une étape comme ça, parce que si l'échappée prend 20 minutes, et ben Yates gagne le Tour de France, quoi. Donc on peut pas le laisser partir, donc ça va rouler derrière. Mais vu que ça roule derrière, ça roule super vite. Et là, on a Ayuso qui est lâché, parce que a priori il est malade, probablement Covid. Et donc Ayuso qui est lâché, qui doit abandonner. Donc peut-être qu'on se pose la question, si Yates n'était pas dans l'échappée, le peloton roulait moins vite. Peut-être qu'Ayuso se serait accroché, et peut-être qu'il aurait pas dû abandonner. Après, bon, un coureur malade, on peut pas non plus en faire grand-chose, donc ça aurait pas tant changé. Mais moi, j'ai adoré le fait que Yates soit devant, parce que ça a lancé une grosse bagarre, des grosses manœuvres. La Visma, à un moment, qui essaye de rouler, mais qui roule si fort avec Van Aert, qui ferme un peu l'éventail, qu'on part en bordure à 8, je crois, avec toute la Visma, plus Remco et Pogacar, et Ackermann aussi. Euh,
Et donc là, ça part en bordure, les trois, cette bordure-là, là où ils sont peut-être 8, essayent de revenir toutes seules sur le groupe de tête. Donc c'est un contre-la-montre par équipe de l'équipe Visma. Ça, c'était un peu une erreur. Mais franchement, pour le spectacle, c'était incroyable. Ça montrait aussi quand même que, on en avait déjà parlé pour la première semaine, mais l'équipe de Pogacar sur le plat, c'est vraiment pas ça. Parce que là, on avait toute l'équipe Visma qui était super forte. Et Pogacar était esselé. Ça tombe bien pour Pogacar que lui soit à l'aise dans les bordures, qu'il savent manœuvrer, mais parce que sinon, il serait foutu, quoi, Pogacar, dans ce genre de cycle de configuration. Finalement, la Visma bute à 20 secondes de la tête et n'arrive pas à revenir, donc du coup, ils se font reprendre par le peloton. Le peloton, donc là, on commence à rouler tous ensemble pour essayer de revenir sur l'échappée, qui a genre 1 minute 20, avec Yates toujours devant. Ça réattaque dans le groupe de tête pour essayer de se débarrasser d'Yates, pardon. Bref, c'est un immense bordel cette étape, j'ai adoré. Finalement, tout se regroupe. Le peloton revient dessus devant, on a des attaques devant, on a des groupes qui sortent, etc. C'était assez fou. Une étape qui s'est courue à presque 49 km/h de moyenne sans un vent d'eau. C'est un record, je crois. Euh, et finalement, c'est Philipsen qui gagne au sprint. Euh, C'était marrant parce que le sprint, on voyait que tout le monde était cuit. C'était assez fou. Finalement, Philipsen gagne le sprint. Donc bravo à lui. Bah là, ça s'est couru un peu plus comme une classique. Donc peut-être que ça sourit plus aux nouvelles qualités de Philipsen. Mais donc, si on regarde le classement final, c'est Philipsen devant Van Aert, Ackermann et Girmay. Alors là, on peut se dire, oui, bon, bah, c'est une étape de sprint classique, sauf que bah non, pas du tout. Le scénario était fou. Euh, pour le sprint final, on a eu une chute qui était provoquée par Van Gils qui essaie de remonter Arnaud Delis. Donc grosse chute où il va fracasser Amaury Capiot, Maxime Van Gils. Donc ça, c'est des images qu'on n'aime pas trop voir. On peut pas trop en vouloir à Van Gils parce que c'est pas trop son taf. Il y a aussi Capiot qui s'écarte à une vitesse beaucoup plus faible. Je sais pas si beaucoup de coureurs ont réussi à éviter la chute, mais c'est dommage. Et donc ça coupe un peu le peloton en deux. Il y a des coureurs qui peuvent pas sprinter, dont, je vous le donne dans le mille, Arnaud Delis, qui décidément court un peu à l'envers sur ce Tour de France. En plus, il avait essayé d'être dans l'échappée, il avait bataillé, il avait roulé de partout. Bref, Arnaud Delis, on sait qu'il a la forme, ça c'est cool pour lui. Il gère bien les grands tours a priori, puisqu'il est tout le temps à l'attaque, mais il roule n'importe comment, Arnaud, et s'il est pas prêt de gagner une étape. Et donc bref, Philipsen qui gagne devant Van Aert, Ackermann et Girmay. Donc deuxième victoire d'étape de la semaine pour Philipsen qui redore un peu son blason. On a même Pogacar qui fait neuvième. Pour vous dire à quel point c'était décousu cette étape, à quel point tout le monde était crevé. Pogacar qui fait neuvième, bon c'est aussi un petit peu dû à la chute, mais c'est pour vous montrer que globalement c'était vraiment une étape très spécifique. Et puis au classement du maillot vert, Philipsen revient à environ 70 points, 75 points, mais c'est quand même très loin de Girmay, avec toujours Turgis troisième du classement. Ça fait plaisir. Mais donc des étapes de transition comme ça, on en reveut. Et on arrive dans le week-end pyrénéen, donc qui clôture cette deuxième semaine, avec la première étape qui va donc de Pau jusqu'au Pla d'Adé, à Saint-Lary-Soulan. Donc premier élément, c'est qu'on a un abandon de Thomas Pidcock pour le Covid, ce satané Covid. Donc on commence à reparler un peu sur le Tour de France. Pidcock qui abandonne, donc moi je me suis demandé quel est le bilan de Tom Pidcock. Il n'a pas réussi vraiment à briller sur ce Tour de France, alors qu'en plus au début d'année on avait dit il va jouer le classement général. Finalement, on a vu sa course était plutôt orientée sur la chasse des étapes, mais il a réussi à rien gagner. C'est dommage pour lui. Donc j'espère qu'il sera remis pour les JO. On sait qu'il a quelques objectifs sur d'autres disciplines. On espère qu'il pourra être revenu. Abandon très rapide d'Amaury Capiot, qui s'est pas remis de ses blessures de la veille. Et vraiment image terrible parce que Amaury était en pleurs, le Belge. C'était vraiment une image terrible quand on a vu son abandon. Courage à toi, Amaury. On espère que tu reviendras vite. Abandon de Bétiol aussi. Ça, je l'avais pas trop vu venir. Mais probablement malade. Et l'échappée met beaucoup, beaucoup de temps à sortir. Malheureusement. Sur le plat. Puis après, on sait que ça enchaîne les difficultés et que les favoris vont rouler vite. Donc c'était vite cuit pour l'échapper malheureusement. Parce que UAE roule aussi sur le plat pour que l'écart s'agrandisse pas trop. Notamment un boulot énorme de Nils Pollitt. Et bref, on a 4 minutes d'écart à peu près dans le Tourmalet. Tourmalet, donc on a Godu qui a essayé d'aller chercher les points, puisqu'il était dans l'échappée. Belle étape quand même de David Godu. Et il s'est pris un Oyer Lascano de folie. Vraiment un Lascano surpuissant dans le sommet du Tourmalet. C'était
Impressionnant. Moi, je sais que c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de qualité, mais là, waouh! Lascano super solide au sommet du Tourmalet. On a un abandon de Loïc Vervac qui arrive plus à suivre. Malade aussi, je crois, donc à surveiller chez la Soudal. Mais donc, ouais. L'échappée qui continue, donc descente du Tourmalet, on monte l'Ourcade dans 6 ans, etc. Mais on se fait vite reprendre par les favoris dans Saint-Lary-Soulan, malheureusement. Donc ça roule très vite, et on a une attaque de Yates, Adam Yates, donc de la UAE, à 7 km de l'arrivée, dans Saint-Lary-Soulan. Donc on avait dit Saint-Lary-Soulan, les 4 derniers kilomètres sont plus plats. Enfin, ça grimpe toujours, hein, mais c'est un peu moins dur, donc faut faire les différences avant les 4 derniers kilomètres. À 7 kilomètres, on a Yates qui attaque. Au début, c'est Jan Hirt qui roule, puis finalement c'est Jorgensen. Jorgensen qui est le seul équipier en montagne qui reste à Vingegaard, rouler derrière Yates. Yates qui reprend un moment Benili, mais Benili, il a une santé, le gars était dans l'échappée, donc Benili c'était le dernier rescapé. Quelle santé Benili, ouais, c'est super impressionnant, vraiment. On pensait que c'était plutôt un profil ardennais, mais apparemment ça va pas trop mal en montagne. Enfin bref, il est super impressionnant sur cette étape. Bref, on en revient à la course principale, et Pogacar qui attaque à 5 km de l'arrivée, avec Yates devant, donc, qui devait lui servir de relais. Bon, il lui a servi de relais sur 300 mètres, hein. Après il a explosé. Mais c'était quand même bien joué tactiquement. De toute façon, la UE avait roulé toute la journée, donc on s'attendait à cette attaque-là. Vingegaard ne peut pas suivre. Au début, Vingegaard est même accroché par Remco Evenepoel sur le plat d'AD. Finalement, Vingegaard finit par lâcher Remco. Et puis, il y a un mano à mano donc, entre Tadej et puis Jonas Vingegaard. Finalement, ça tourne à l'avantage de Tadej Pogacar, qui a surtout creusé sur les 4 derniers kilomètres qui étaient un peu plus plats, où là, Vingegaard semblait un peu pêcher. D'ailleurs, Vingegaard est arrivé à l'arrivée, oui, ça se dit pas, a fini la course vraiment émoussé, j'ai l'impression, visuellement. Donc Vingegaard qui finit à 40 secondes de Tadej Pogacar, enfin 39, plus les 4 secondes de bonif en plus, donc il perd 43 secondes au général, Jonas Vingegaard sur cette étape-là. Ça commence à sentir le roussi. Et puis derrière Jonas Vingegaard, c'est assez serré. On a Remco qui finit à une 10. Et puis après, on a tout un groupe avec Carlos Rodriguez, Giulio Ciccone, Buitrago, Adam Yates qui s'est accroché aussi, Félix Gall, belle étape de sa part. Jorgensen, Derek G, Mikel Landa, Almeida, Simon Yates, tout ça c'est à peu près dans les mêmes temps. Très serré derrière les deux monstres. Et en termes de classement général, ça commence à faire mal puisque Pogacar est à ce moment-là à 1,57 devant Vingegaard. Vingegaard qui prend donc la deuxième place à Evenepoel, Evenepoel qui est relégué à 2,22. Et après derrière c'est le grand vide, hein, très clairement. Le quatrième c'est Almeida à 6 minutes. Donc là on commence à se dire ah ouais Pogacar quand même solide. Autant sur le Lioran, on s'était dit Vingegaard semble réinverser la vapeur, et pourtant là, c'est bien Pogacar qui est le plus fort, qui est la meilleure équipe en montagne, et puis là, il lui a quand même mis 39 secondes sur une montée pas si dure. Ça fait mal dans la tête pour Jonas Vingegaard, clairement. Evenepoel, pas trop mauvais. Franchement, là, je pense que c'était un gros week-end de test pour lui, surtout l'étape suivante, l'étape 15 qui a eu lieu le 14 juillet. Mais déjà là, il fait le job. Franchement, très solide, Remco Evenepoel. Et surtout, il a une belle avance sur ceux qui sont derrière lui. Mais donc voilà pour cette étape qui arrivait au plat d'Adé. Et donc la dernière étape, c'était l'étape numéro 15, où là on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une réponse de Jonas Vingegaard pour suite à l'étape du plat d'Adé, pour dire genre bon ok Tadej était très fort, mais moi je suis capable de d'être meilleur que toi sur les montées les plus longues, celles où les cols s'enchaînent notamment. Donc on espérait un contre de Vingegaard par rapport à Pogacar sur cette étape-là. C'est la stratégie qui a été mise en place, mais ça n'a pas payé. Bref, on reprend quand même le fil de l'étape. Donc, étape du 14 juillet, Cocorico. Donc, on se dit, allez, les Français dans l'échappée, vous pouvez le faire. Surtout que certains n'étaient pas dans l'échappée la veille. Donc, Pogacar, Romain Bardet, on attendait Lenny Martinez, on attendait Guillaume Martin. C'est bien eux qui ont essayé, d'ailleurs, puisqu'on avait d'abord commencé direct dans Perros-Sourdes. Donc, 7 km de montée dans Perros-Sourdes dès le début. Donc, ça a fait du rouleau pour Guillaume Trainer pour s'échauffer, avec les sprinters lâchés directement. On a un premier groupe qui sort avec David Gaudu et Lascano, les mêmes que la veille donc, et Romain Bardet. Donc là on se dit cocorico. Mais finalement c'est repris dans la descente. Puis après il y avait pas mal de portions de vallée quand même sur cette étape-là. Dans la première vallée on a l'échappée qui sort, mais on voit que la Visma roule derrière et qu'elle a quelque chose derrière la tête.
Donc là, on se dit, ça va être compliqué pour l'échapper. Et en plus, Vingegaard va attaquer. Donc on attend ça toute la journée parce que la journée était assez longue avec pas mal de vallées entre les cols, des cols très difficiles. On avait quand même une échappée qui était bien organisée, hein, puisqu'on avait trois Red Bull, si je dis pas de bêtises. Donc Inlay en tant que leader, et puis on avait Sobrero et Jungels pour rouler. Donc ça, ça envoyait du bois. Dommage que la Visma ait coché l'étape aussi. La Movistar aussi, qui était super bien organisée autour d'Henrik Mas. Henrik Mas, donc, qui n'est plus dans le coup pour le général, donc on disait il va jouer les étapes. Il y avait notamment Aramburu et Javier Romo qui étaient avec lui. Romo qui marche très fort ces derniers temps. Avant le col d'Agnès, je crois qu'on dit Agnès, 3 minutes pour l'échappée. Et là, l'échappée se coupe en deux. Vraiment improbable avec Simon Yates, pardon, qui était dans l'échappée, qui refuse de suivre parce qu'il veut pas prendre les relais, je sais pas. Une cassure qui se fait. Et bah le groupe se sépare en deux et plus personne ne veut rouler derrière Yates, avec Yates, pardon, donc bah, les mecs devant partent. Et voilà. Et derrière, ça se regarde. Il y a que Ben Illy qui a réussi à faire le jump, encore lui. Bref. Euh, et donc ça se casse dans le col d'Agnès. Dans le col d'Agnès, il y a trois coureurs qui s'isolent, les plus forts en montagne, hein. Sachant que les Français ont évidemment été piégés dans la cassure de Yates, bref. Les trois coureurs les plus forts, c'est donc Jay Hindley, Henrik Mas et Lorenz de Plus. Donc Lorenz de Plus, important, parce que c'est un équipier de Carlos Rodriguez. Et ça va être, on se dit, il a un pion à l'avant, ça peut lui retomber dessus après, ça peut être cool. Donc bien joué de la part de la Ineos. Et ensuite, on a deux coureurs qui reviennent de derrière. Tout d'abord, Carapace. Carapace était vraiment très chaud, hein, sur cette étape-là, très très fort, Richard Carapace. À un moment, on a Ben Illy, donc, qui était devant, qui s'est décroché, pour permettre à Richard Carapace de revenir, et Carapace a réussi à revenir. Donc c'est très, très risqué, mais tactique plaisante de l'AIF, et qui a marché. Et ensuite, donc, on a aussi Thomas Allan le Johansen qui est revenu, qui est resté super longtemps dans la Pampa, mais qui a un mental de fer, a priori, et qui a réussi à revenir. Donc 5 coureurs vraiment assez chauds en montagne, mais le problème c'est que derrière ça roule. Oui, donc à noter que dans l'échappée, on avait aussi Lenny Martinez et puis Guillaume Martin pour les Français, qui ont été piégés donc sur la cassure faite par Yates, mais je pense qu'ils n'étaient pas au bon niveau, donc pas trop de regrets. Pas trop de regrets. Et pour l'ascension finale, le plateau de Bay, donc le plateau de Bay c'est quand même terrible, hein. On peut en discuter, mais moi je pense que ça a été la montée la plus difficile, qui allait faire le plus d'écart dans les Pyrénées, ça a été le cas. C'est plus de 15 bornes à 8% de moyenne. Très long, très dur le plateau de Bay, il faisait super chaud sur l'étape, donc bienvenue en enfer pour les coureurs. Et on arrive avec un peloton de, je sais pas, une quinzaine de coureurs au pied, donc c'était vraiment déjà bien émoussé par le reste de la journée, puisque la Visma avait roulé toute la journée. Plus que Jorgensen pour Jonas Vingegaard, Jorgensen qui fait 5 bornes et qui s'écarte. Et donc, attaque de Jonas Vingegaard à 10 km. Sachant qu'avant ça, on avait Almeida qui avait lâché dès le pied du plateau de Bay. Bon, on sait qu'il a du mal au début des cols. Ensuite, on avait Ciccone et Gal qui étaient lâchés genre un peu après. Et après, Rodriguez et Buitrago. Donc là, Rodriguez, contre-performance, qui se fait lâcher à 11 km du sommet avec Buitrago. Donc à ce moment-là, il restait plus que Jorgensen qui emmenait donc Vingegaard, Pogacar avec Adam Yates, puis on avait Evenepoel avec Mikel Landa. Donc beau travail, hein, quand même de la Soudal Quick-Step, avec toujours une petite échappée devant. Vingegaard qui attaque quand Jorgensen s'écarte à 10,5 km. Alors, je sais pas trop si c'était le plan, que Vingegaard attaque de si loin. On se disait, il faut que Vingegaard fasse rouler Pogacar pendant longtemps pour que Pogacar, sur l'endurance, perde du temps. Mais je sais pas si c'était vraiment prévu que Vingegaard attaque si loin, quand même 10 km, c'est beaucoup. Je pense qu'on manquait aussi un peu de personnel côté Visma. Jorgensen a tout donné, et puis à 10 km 5, il en pouvait plus, donc bah Vingegaard était obligé d'y aller, il y allait. Donc très vaillant Vingegaard quand même. Pogacar qui l'a suivi immédiatement, qui a jamais été décollé. Remco qui perdait du temps, mais qui gérait, donc Remco, encore une belle ascension de sa part. Et puis Poggi a contré Jonas Vingegaard pour sceller le sort de ce Tour de France, à 5 km de l'arrivée. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les images à l'arrivée. Donc Pogacar qui arrive au plateau de Bay, en haut du plateau de Bay, il fond, vraiment à fond les ballons. Il était cuit, hein. Après, après l'arrivée, il semblait bien émoussé quand même, Pogacar, mais il a tout donné, il était vraiment très rapide sur le final. Par contre, Vingegaard, il est franchi la ligne, limite en rampant, quoi. Sur les derniers kilomètres, il a pris vraiment très cher. Il baisse la tête, il pédale pas jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, un peu résigné, quoi. Il a compris probablement à ce moment-là que le tour était quand même joué.
et je pense que c'est mon avis, on en reparlera juste après. Euh, Remco Evenepoel qui finit, donc Vingegaard, pardon, qui finit à 1 minute 08 de Pogacar. Avec les 4 secondes de bonus, pardon, c'est 1,12 qui est reprise par Poggi encore à Vingegaard. Donc là, ça commence à chiffrer. Et on a des écarts abyssaux sur cette étape, puisque Evenepoel, c'est le troisième de l'étape, à 2,50. Ensuite, Mikel Landa, quatrième, à 3,50. Joan Almeida, le cinquième, à 4,40. Enfin bref, c'est vraiment des écarts énormes. En même temps, on a roulé toute la journée, et puis ça a attaqué super tôt dans le plateau de Bay, qui est très dur, donc c'est pas étonnant. Almeida, qui finit cinquième. Donc Almeida, à son habitude, lâché en début de col, et puis au final, il roule à son rythme, et puis il reprend tout le monde. À noter quand même une super résistance de Richard Carapace. Franchement, il a quel panache ce coureur, c'est fou. Il a fini neuvième de l'étape finalement, alors qu'il était dans l'échappée. Il a même essayé de suivre les meilleurs quand il a vu les deux fusées, Vingegaard et Pogacar, lui passer devant. Chapeau vraiment Richard Carapace. Et donc voilà, le premier français, c'est Guillaume Martin qui était dans l'échappée, qui finit 20e à plus de 13 minutes. C'est pour un peu vous donner une idée des écarts. Bon, bah, je crois que c'est le moment de faire le point sur le classement général. Ah oui, à noter aussi que sur cette étape-là, pardon, c'était difficile en termes de délai. On savait pas si tout le monde allait passer. Donc les délais étaient de 53 minutes. On a le gros gruppetto qui finit à 46 minutes avec des gars comme Philipsen et Girmay. 47 minutes Pascal Ackermann. Groenewegen à 47 minutes aussi. Donc surprenant, c'est pas le meilleur grimpeur, mais il finit devant d'autres. À 50 minutes, on a un groupe avec Mohoric notamment. Donc ça, c'est un peu surprenant de voir Mohoric, mais je pense qu'il est pas si en forme que ça, Mohoric, qui finit à 50 minutes, donc à 3 minutes des délais. Et là, on a le train d'Astana qui arrive à la 51e minute, donc Ballerini, Lutsenko, Chesbol, et puis Cavendish évidemment, donc à 51-35, Cavendish qui s'est assis, qui était au bout de l'effort. Et on a eu peur parce que derrière, il y avait Gaviria dans les temps. Et dernier d'étape, Arnaud démarre tout seul à 52-37, donc moins d'une minute avant la fin des délais. Arnaud qui était en pleurs à l'arrivée, très difficile pour lui de finir cette étape-là dans les délais. Et on a eu aussi Bram Velten qui était hors délai, qui a fini à 4 minutes derrière les délais pour la DSM, donc un seul hors délai alors qu'on a cru qu'il allait en avoir plus, donc c'est pas trop mal. Mais les sprinters vraiment au bout du bout pour entrer dans les délais pour cette étape. Et on a même eu Gerben Tyson qui a dû abandonner, puisque c'était trop dur pour lui dans les montées. Bref, le classement général, et on en finit. Euh, Au soir de la deuxième semaine, Tadej Pogacar en jaune évidemment, avec 3 minutes 09 d'avance sur Jonas Vingegaard. Plus de 3 minutes, ça commence vraiment à chiffrer. Mais plus que l'écart, c'est vraiment les impressions qu'on a eues sur ce week-end pyrénéen qui nous laissent penser que le suspense est mort. Et je sais ce que je pense aussi. Je pense qu'on n'aura plus de suspense pour ce Tour de France. Ça me dévaste un peu. Surtout quand on voit le parcours de la troisième semaine qui est vraiment magnifique. Mais là, honnêtement, autant après le Lioran, on se disait il y a moyen, parce que Vingegaard avait un peu renversé la vapeur. Autant là, sur l'impression, il semble vraiment très fatigué à la fin des cols, Vingegaard. Il n'arrive pas à lâcher Pogacar pardon, dans sa filière de prédilection, qui est les grosses étapes de montagne, avec des enchaînements de cols. Là, il y avait 5000 mètres de dénivelé positif, on peut pas faire plus, hein. C'était l'étape la plus difficile de ce tour. Même si je pense que l'avant-dernière étape sera très dure de samedi prochain. Mais donc Vingegaard qui est moins fort que Pogacar sur tous les terrains, qui finit les étapes totalement émoussées là, qui a une équipe moins forte en montagne, et surtout qui bah, il a eu une préparation incomplète. Donc pour la troisième semaine, j'ai peur qu'il nous pète un peu entre les doigts, Jonas, pour être honnête. Moi je pense qu'il est peut-être au plus fort de sa forme maintenant, et j'ai peur qu'en troisième semaine, il commence un peu à ressentir les conséquences de sa préparation tronquée. Même si d'un autre côté, on pourrait dire Pogacar, il a aussi sa troisième semaine du Giro dans les pattes, etc. En termes d'impression, quand même, Pogacar semble nettement plus frais. Donc moi, je mets quand même Pogacar vainqueur à 98%. Et j'ai un peu de mal à me garder une hype pour la troisième semaine, je vous cache pas. Même si on sait que mardi, il y a une étape où il peut y avoir des bordures, que Pogacar n'a pas d'équipe faite pour les bordures, même si on sait qu'un Covid, ça peut arriver à tout moment, même si on sait que Vingegaard, en troisième semaine, il est meilleur, quand même les impressions visuelles laissées là, le fait aussi que Vingegaard ait une préparation tronquée, ça me laisse très peu optimiste pour la suite de ce Tour de France pour Jonas Vingegaard. D'ailleurs, Vingegaard est mon plus proche d'Evenepoel que de Pogacar, hein, c'est quand même un signe. Donc en termes de classement général, si on poursuit,
Vingegaard à 3,09, Remco Evenepoel à 5,19, donc à 2 minutes 10 de Vingegaard. Même si je pense que, même si je pense que Vingegaard va un peu décroître en termes de forme, je suis pas sûr qu'Evenepoel ait les ressources pour lui passer devant. Mais, et de toute façon, Evenepoel ne joue plus la victoire finale, hein. Là, c'est assez clair, je pense. Pogacar est trop fort. Et puis après, on arrive pour le quatrième à 10 minutes 54. Donc ça, c'est fou quand même. On a un trio qui est en 5 minutes et ensuite, il faut attendre 5 minutes après pour voir le quatrième qui est Almeida. Toujours Almeida, donc à 10,54. Là, c'est très serré pour la quatrième place avec Landa et Rodriguez, qui sont donc les trois se tiennent en 30 secondes. À noter aussi quand même que Almeida, c'est un équipier de Pogacar, que Landa, c'est un équipier d'Evenepoel, et que Rodriguez, c'est le leader. Donc là, c'est un peu une contre-perf quand même pour Rodriguez ce dernier week-end, j'ai trouvé. Lui qui est leader unique, qui a pas à se, comment dire, à se préoccuper d'un équipier, qui se fait doubler par Almeida et Landa. Donc rien n'est joué, hein, mais c'est quand même un signe pas très encourageant pour l'instant pour Carlos Rodriguez. Après, on a Adam Yates qui est septième, tranquillou, à 13,38. Adam Yates, il pourrait être mieux placé, mais il a lâché dans l'étape du Galibier, donc il a beaucoup de temps de retard. Après, je pense qu'un top 4, c'est pas encore totalement inenvisageable pour Adam Yates, même si on voit qu'Adam Yates, là, il a passé l'âge de se dire je me bats pour la quatrième place. Non, il est juste lieutenant de Pogacar, et après son classement général, il en a pas grand-chose à faire, je pense. Ciccone qui est huitième à 15,48. Alors là, ça c'est cool parce que c'est serré aussi pour la huitième place, donc même pour la, ouais, pour la huitième place, c'est serré entre Ciccone à 15,48, Derek G à 16,12, donc Derek G qui, franchement, solide. Je l'attendais fort, mais franchement, il a bien géré ces 2 semaines. On verra comment il tient en troisième semaine. J'ai peur que ce soit un peu la dégringolade. Au contraire de Santiago Buitrago, qui lui est à 16,32, donc on va dire à 45 secondes de Ciccone. Buitrago qui va bien hein, quand même en montagne. Là, on a vu sur cette étape-ci du plateau de Bay, il finit septième, devant Rodriguez par exemple, et il finit devant Ciccone, devant Derek G, devant Félix Gall. Franchement, Buitrago, peut-être le favori pour cette huitième place au général. Et il y a aussi Félix Gall d'ailleurs qui est pas si loin, puisque Félix Gall il est à 17,01, donc il est à 1 minute 15 de Ciccone. Et on sait que Félix Gall, ça lui va bien, les dernières étapes de la dernière semaine. Moi, je suis sûr que Félix Gall et Buitrago seront dans le top 10 parce que je pense que Derek G va un peu chuter. Et peut-être même que Buitrago et Gall peuvent battre Ciccone, parce que Ciccone, c'est pas trop son truc, les classements généraux. Et après, on a Jorgensen qui est 12e, mais bon, à 20 minutes déjà. Et puis Jorgensen, c'est plus. Lui, de toute façon, c'est un équipier de Vingegaard, même si. Enfin, on verra, bref, on en reparlera dans l'épisode prochain, mais comment va se comporter la Visma en prochaine semaine, c'est pas encore sûr. Et après, le classement général, c'est fini pour ceux derrière. C'est Ben Illy qui est 13e à 30 minutes. Bref. Donc en termes de classement général, les enjeux pour la semaine prochaine, moi je pense que Pogacar c'est premier, c'est sûr. Vingegaard, je pense quand même qu'il va réussir à tenir sa deuxième place. Remco, je suis vraiment très surpris de ce qu'il fait pour l'instant. Il a été il a été en forme tous les jours, il a toujours répondu présent. Moi je pensais qu'il allait voir une défaillance. J'étais dans la team de ceux qui crachaient un peu dessus. Et bah pour l'instant, il fait taire les rageux, comme on dit. On verra s'il arrive à tenir les enchaînements montagneux du week-end alpin, mais franchement, Remco, solide. Très solidement accroché à sa troisième place. Et à moins d'une craquante dans les Alpes, il devrait la garder. Donc après cette bataille, je disais pour la quatrième place, avantage quand même plutôt Almeida, hein, je pense, par rapport à Landa et Rodriguez. Parce que Rodriguez, là, il semblait les court quoi, sur cette étape des Pyrénées. Adam Yates, tranquillou, septième. Et huitième place, donc la bataille entre Ciccone, Derek G, Buitrago et Félix Gall. Avantage Buitrago, puis Gall, puis Ciccone, puis G, je pense. Mais on verra comment ça se passe. Et côté français, on a Guillaume Martin qui est 16e au général à 38 minutes, mais bon, ça a peu d'intérêt. En termes des autres classements annexes, et puis après on terminera, Binam Girmay qui est donc 70 points, non 64, pardon, plus même, 85 points à peu près devant Philipsen, sachant qu'il n'y a plus qu'une étape de sprint, on peut raisonnablement dire que Binam Girmay sera en vert à Nice, à moins qu'il y ait un Covid, parce que ça c'est aussi la petite frayeur, vu que tout le monde est malade en ce moment. Et ben on n'est pas à l'abri que ça tombe sur Inam Girmay, sur Philipsen et même sur les mecs du général. Donc on surveillera le top 10. Moi j'espère vraiment que dans la bagarre pour le top 10, il n'y a personne qui va tomber malade, mais ça peut relancer un peu le suspense sur certains points. Je cherche pas à faire d'allusions bizarres. C'est, j'espère vraiment que personne va être malade.
Mais donc là, Guilherme qui est normalement quasiment assuré d'être maillot vert. Enfin, à la régulière, il sera maillot vert, mais il faut pas qu'il soit malade. En Philipsen. On a Kokar qui est troisième au général du maillot vert, dans un mouchoir de poche avec Deli, Turgis, Pogacar et Abrahamsen. Donc Kokar, les commentateurs de sport disent ouais, mais si jamais Girmay et Philipsen ils ont le Covid, Kokar maillot vert. Non, on va arrêter de rêver, mais Kokar qui est bien placé quand même. Et puis pour le classement de la montagne, c'est aussi joué, hein. Parce que les trois premiers au classement général de la montagne, c'est Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Et je pense que ça va rester à peu près dans cet ordre-là. Ensuite, on a Abrahamsen et Lascano. Donc Lascano qui a 35 points, tandis que Pogacar en a déjà 77. Même si on devrait peut-être un peu avoir un moins de bataille pour le général, j'en sais rien en fait. Mais clairement, le maillot de la montagne, c'est vraiment pour Pogacar ou Vingegaard. C'est même plutôt pour Pogacar, mais ça c'est déjà joué. Et puis pour le classement du meilleur jeune, ça sera Evenepoel. Rien à dire là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on attend de la semaine prochaine? Eh ben, la semaine prochaine, on a un parcours difficile, avec un sprint, deux étapes pour les échapper normalement, et trois grosses bagarres pour le général. Euh, et j'ai peur que le suspense soit mort. Je pense quand même que la Visma se doit de jouer quelque chose pour essayer de reprendre la première place à Pogacar, parce qu'ils en ont rien à faire d'être deuxième au classement général. Vingegaard, il a gagné deux fois le Tour de France. Il va tenter le tout pour tout. C'est quasiment certain. Mais j'ai peur qu'ils se reprennent encore un tir. Donc on verra dans quelle étape ils décident de jouer le tout pour le tout. Ça peut être dès l'étape de vendredi. Donc l'étape qui va de Embrun à Isola 2000. On a quand même une étape courte, 144 km, mais avec 4500 de D+. Deux cols hors catégorie, un col de première catégorie. Il y a moyen de faire travailler, mais je suis pas sûr qu'on arrive à décrocher Pogacar, hein, vraiment. Et l'étape du lendemain qui sera encore plus dantesque, qui va au col de la Couillole depuis Nice, où là ça s'enchaîne, il n'y a pas un seul mètre de place, ça sera une étape formidable, mais peut-être pas pour le général, puisque je pense que ça sera peut-être déjà cuit à ce moment-là. Et puis si jamais il y a encore des choses qui sont à jouer dans le classement ensuite, bah, il y aura le chrono du dernier jour qui sera aussi sympa à suivre. Donc moi je pense que Vingegaard va avoir du mal à reprendre Pogacar. Il y a une étape où je pense que la Visma va quand même jouer son tout pour le tout. Si c'est celle de vendredi, bah on verra les résultats, mais c'est pas impossible que samedi, ça se joue plus Pogacar versus les autres, mais qu'on ait des guerres de positionnement dans le reste du top 10. Et pourquoi pas même, si jamais Vingegaard explose totalement parce que sa préparation était tronquée, peut-être envisager une bataille avec Evenpool, je sais pas. C'est beaucoup d'incertitudes, on aura une première réponse vendredi soir. Mais en termes de suspense pour le maillot jaune, je suis désolé de dire ça, c'est un peu mal barré pour Vingegaard, et donc le suspense c'est un peu cuit dans l'œuf. J'espère que j'aurai tort, j'espère que Vingegaard va me faire démentir, qu'on aura des super batailles, mais c'est pas trop le cas. Enfin, c'est pas ce que je pense. Je me suis un peu épanché, on est déjà à 47 minutes. J'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous dis à demain, peut-être pour une prochaine vidéo, donc qui sera sur la troisième semaine du Tour de France. Salut!